Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Le scénario du terrible naufrage au large de la Libye se dessine. De mauvaises manœuvres du navire surchargé seraient à l'origine d'un des pires drames survenus en Méditerranée. La police italienne a interpellé le commandant et un membre d'équipage. Et les regards sont désormais tournés vers Bruxelles où se tiendra jeudi un sommet extraordinaire sur cette situation critique. Son tout dernier recours a été rejeté. Le Français Serge Atlaoui, condamné à mort en Indonésie, accusé de trafic de drogue, il a toujours nié les faits. Sa famille supplie François Hollande d'intervenir. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, appelle à un geste de clémence. Les détails dans ce journal. Et puis, prime d'activité, relance de l'apprentissage, encouragement des investissements. L'exécutif cherche à accélérer le rythme pour les 2 années restantes du quinquennat. Objectif, transformer les quelques signes positifs en reprise. Alors ces annonces forment-elles un tout cohérent? Ce dispositif suffira-t-il? C'est le grand débat du mardi 22h avec Michel Godet, fondateur du Cercle des entrepreneurs du futur, l'économiste Christian Saint-Etienne, Wadia Chaftar qui a créé sa propre entreprise dans le e-commerce et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Enfin, c'est un jury très glamour pour le Festival de Cannes et parmi les membres de cette 68e édition, l'actrice française Sophie Marceau. Le jury devra départager les films en compétition pour composer le palmarès culminant avec la Palme d'Or qui sera annoncée le dimanche 24 mai prochain. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le bilan du naufrage du chalutier au large de la Libye augmente tristement. 800 personnes auraient perdu la vie selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. La police italienne a arrêté 2 passeurs présumés, dont un Tunisien et un Syrien. Face à une telle situation qui empire, les attentes sont très fortes et les regards se tournent désormais vers Bruxelles et le sommet de jeudi. On voit tout cela avec Sandra Cerquera et Fabrice Cunet. Pointé du doigt pour son attentisme, l'Union européenne est désormais sous pression. Sans même attendre le sommet européen de demain, Médecins sans frontières décide de venir au secours des migrants. Pour Xavier Manueli, cofondateur d'MSF, il est nécessaire de renforcer les actions de sauvetage, mais c'est insuffisant. Qu'est-ce qu'on fait après? Les gens vont être à bord et ça sera bien. Au moins, ils ne couleront pas au fond de l'eau. Ils sont à bord de votre bateau. Vous leur donnez des soins. Vous en faites quoi? Pour combien de temps? Alors on attend que l'Europe se bouge. En Bruxelles, c'est le Parlement, c'est pas la Commission européenne qui doit faire. C'est le Parlement décisionnaire. Il y a une décision politique à prendre derrière ça. Et que toute l'Europe doit s'y mettre. Parmi les 10 points d'urgence proposés par la Commission européenne figure le renforcement des opérations assurées par l'Agence de contrôle des frontières, Frontex. Une proposition discutée demain par les dirigeants européens. Et leur réponse est très attendue. D'autant que les États membres sont très réticents à renforcer le secours en mer et à accueillir plus de migrants. Pour la CIMAD, association défendant le droit des migrants et réfugiés, renforcer le pouvoir de l'agence Frontex et donc renforcer les contrôles ne ferait qu'aggraver la situation. Plus on augmente le contrôle, plus on augmente, la longueur de la route, la dangerosité de la route. On alimente aussi les réseaux criminels. Parce qu'évidemment, il y a de plus en plus d'intermédiaires sur la route qui se mettent en place. Parce qu'effectivement, c'est un business lucratif. Et pour lutter contre ce trafic de migrants, Bruxelles propose de capturer et détruire les bateaux utilisés par les trafiquants. Une action qui devra recevoir le feu vert de l'ONU. Et autre réaction ce soir, celle d'Alain Juppé, l'ancien ministre des Affaires étrangères, en appel à l'ONU. Exprimant son horreur devant les terribles images de ces naufrages, l'ex-chef de la diplomatie estime, je cite, qu'il faut agir à la racine du mal. On l'écoute. Le geste humanitaire ne suffit pas. Il faut s'attaquer aux causes
ce que nous constatons aujourd'hui, et ces causes, elles sont éminemment politiques. Et là, la France, ni l'Europe d'ailleurs, ne sont seules en première ligne. C'est une question aujourd'hui qui concerne la paix et la sécurité de la planète tout entière. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se saisir et reprendre l'initiative pour trouver une solution politique en Syrie, une solution politique en Libye, gérer aussi la crise au Soudan, au Yémen. Donc vous voyez que c'est une question géostratégique et qui ne concerne pas simplement le passage de la Méditerranée. Dans l'actualité, François Hollande vante l'entrepreneuriat solidaire dans les quartiers. Le président s'est rendu aujourd'hui dans le Val-de-Marne, dans les locaux d'une entreprise à vocation sociale. Il a insisté sur l'insertion et l'apprentissage. Les détails avec Julie Hulin. Les jeunes sont devenus sa priorité du moment. Les jeunes et plus particulièrement leur chômage. Dans le Val-de-Marne, François Hollande a choisi ce matin d'ériger en symbole de la dynamique entrepreneuriale de la jeunesse l'entreprise de vêtements Vroom créée en 1995 par 4 amis graffeurs. L'occasion d'encourager les investissements. Le plus souvent, les jeunes n'ont pas de fonds à leur disposition, leurs familles n'en ont pas, les banques répugnent à prêter, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord que l'État montre l'exemple, c'est la Banque publique d'investissement. Dans les quartiers, elle y est maintenant bien installée. Parfois, les collectivités locales apportent un soutien. Et puis enfin, il y a des partenaires privés. Et c'est ce que je veux ici mobiliser et montrer. Après une rencontre avec les acteurs de l'entrepreneuriat social, François Hollande a supervisé une levée de fonds historique en Europe portée par une société de gestion à vocation sociale. 44 millions d'euros venus de partenaires publics et privés. Et l'occasion de relancer l'annonce faite il y a 2 mois, une nouvelle agence de développement économique des territoires qu'il souhaite voir opérationnelle dès 2016 pour accompagner les créateurs d'entreprises, à l'heure où le chômage touche en France près d'un jeune sur 4. La polémique suite, le parti communiste des années 70 comparé au discours de Marine Le Pen après les propos de François Hollande. Eh bien, voyons de plus près à quoi ressemblaient justement les affiches et les tracts de l'époque. Retour dans le passé avec Paul Bouffard et les archives exhumées. Madame Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Mais à quoi ressemblaient les tracts communistes dans les années 70 ? Il y avait du bleu, du blanc et du rouge, il est vrai, et des termes qui résonnent. Monopole, intérêt national, nation, classe ouvrière, des mots qui font écho pour certains au discours de Marine Le Pen. Mais le PCF à cette époque, c'est aussi un poids électoral et des affiches pour des meetings communs avec le Parti socialiste. On y lit pour la victoire du programme commun pour un gouvernement de la gauche unie. 2 noms y sont associés, Georges Marchais et François Mitterrand. Le 27 juin 1972, un accord est signé entre les 2 formations avec pour objectif la présidentielle de 1974 et leur candidat unique, François Mitterrand. Alors aujourd'hui, c'est une comparaison hasardeuse entre Front National et Parti communiste. Mais dans ses propos, François Hollande va plus loin et se justifie. Il exclut la partie migratoire du Front National. Son parallèle s'appuie seulement sur la doctrine économique du PCF des années 70 et du FN d'aujourd'hui. Quand François Hollande s'engage au PS en 1979, le programme commun, lui, est déjà enterré depuis 2 ans. La suite du 22h, dans un instant, c'est le grand débat du mardi consacré ce soir aux récentes annonces. Primes d'activité, relance de l'apprentissage, encouragement des investissements. Objectif du gouvernement, transformer bien sûr les quelques signes positifs en reprise. Alors ces annonces forment-elles un tout cohérent? On en parle juste après le tour de l'info de Mounir Soussi avec d'abord le tout dernier recours du français Serge Atlaoui condamné à mort. Les pressions diplomatiques n'ont eu aucun effet. La condamnation à mort de Serge Atlaoui a été confirmée par la Cour suprême indonésienne. Le Français, arrêté en 2005, est accusé de trafic de drogue. C'était son dernier recours juridique pour échapper à l'exécution. S'il était fusillé, il serait le premier Français depuis 36 ans à être tué par la justice. La mobilisation de ses proches se poursuit et le Quai d'Orsay a renouvelé ses menaces de sanctions en cas d'exécution. La gare de Nangy en Seine-et-Marne a frôlé le pire ce matin quand un convoi exceptionnel transportant du matériel agricole est resté coincé sur un passage à niveau. Le train faisant la liaison Paris-Belfort a percuté le camion tout près de la gare. On dénombre 37 blessés dont 3 graves, mais le bilan aurait pu être bien plus lourd si un pompier n'avait pas fait évacuer le quai avant l'arrivée du train. Je dois dire que grâce à lui, on a dû sauver de nombreuses vies humaines quand on voit la façon dont le quai a été ravagé. Mohamed Morsi échappe à la peine de mort mais écope de 20 ans de prison.
L'ancien président égyptien, élu démocratiquement, membre des Frères musulmans, est sous les verrous depuis près de 2 ans. Il est mis en cause dans la répression de manifestations d'opposants, déclenchées au moment où il avait obtenu les pleins pouvoirs en 2012. Mohamed Morsi n'aura passé qu'1 an à la tête du pays. Cette condamnation intervient dans un contexte de répression à l'égard des Frères musulmans. 15 000 sont aujourd'hui derrière les barreaux. L'avocat de Mohamed Morsi annonce qu'il fera appel de la condamnation. La consommation de drogue progresse chez les jeunes. Le rapport de l'Observatoire français des drogues constate qu'elle a augmenté ces 15 dernières années. En tête des substances, le cannabis. Près d'un jeune de 17 ans sur 2 dit en avoir fumé dans l'année écoulée. L'enquête révèle que même si les filles se droguent 2 fois moins que les garçons, leur consommation est en hausse. L'absorption de cocaïne et de drogues de synthèse type MDMA augmente. La diffusion de ces produits a triplé ces 3 dernières années. Dans le dessin du jour, Dilemme revient sur l'interview controversée de Bachar al-Assad par David Pujadas. Le dirigeant syrien est visiblement déçu de ne pas avoir le même traitement que François Hollande ce week-end sur Canal+. Relance de l'apprentissage qui peine à décoller, prime d'activité dont les contours restent à préciser, encouragement de l'investissement encore timide. Face à une reprise qui s'annonce molle, le gouvernement cherche à accélérer durant les 2 années restantes du quinquennat. Objectif, transformer les quelques signes positifs en emploi. L'exécutif y croit, se montre même optimiste, mais tout cela sera-t-il suffisant? Le gouvernement comprend-il vraiment le langage des entreprises? Le redémarrage, c'est en tous les cas le pari du quinquennat et on en parle avec nos invités ce soir. Michel Godet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes spécialiste des questions liées à l'emploi et à la prospective, créateur du Cercle des entrepreneurs du futur, auteur de nombreux ouvrages, dont les derniers en date que je vais citer, La France des bonnes nouvelles, Libérer l'emploi aux éditions Odile Jacob et cette initiative dont on parlera tout à l'heure, Bonnes nouvelles des territoires. Tout vient des territoires, on va l'expliquer tout à l'heure. Avec nous également Wadja Chaftar, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes la cofondatrice d'une entreprise d'e-commerce qui s'appelle Covetchic. C'est un magasin en ligne de vente de bijoux et d'accessoires. Vous avez été, je le précise, en 2013, lauréate du prix Talent des Cités qui récompense, rappelons-le, de jeunes créateurs d'entreprises et quartiers prioritaires. Avec nous également Christian Saint-Etienne. Bienvenue, bonsoir. Merci. Vous êtes économiste, universitaire, auteur de nombreux ouvrages également, dont celui-ci que je vais citer, La France 3.0, Agir, espérer, réinventer, également aux éditions Odile Jacob. Et nous accompagne aussi notre chroniqueur économique Jean-Luc Gombaud. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, madame, en l'espace de quelques jours, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Il y a eu les mesures pour relancer l'apprentissage, bien poussif. Il y a eu la confirmation dimanche de la prime d'activité. Et quelques jours auparavant, il y avait toutes les mesures pour attirer les investisseurs. Michel Godet, est-ce que tout cela vous paraît cohérent? Est-ce que ça forme un tout justement cohérent ou est-ce que qui peut provoquer un sursaut pour raccrocher le wagon de la reprise ou est-ce que c'est un maquis parfois un peu confus? Écoutez, je dirais que heureusement qu'on prend ce genre de décision, car si on ne faisait rien, vous avez évoqué l'apprentissage, on a perdu 100 000 apprentis, notamment de formation initiale. Donc maintenant on vise à en gagner à nouveau 100 000 de plus. Il fallait bien faire quelque chose. Fallait-il faire cela? On peut en discuter. Ça suffit sans doute pas parce qu'il faudrait sans doute faire quelque chose pour faciliter le travail des maîtres d'apprentissage. Il ne suffit pas de dire ça coûtera rien, ce sera gratuit. Ça pose un certain nombre de questions quotidiennes. Alors, on a fait des efforts. Vous avez vu qu'on permet maintenant aux apprentis de monter sur une échelle. C'est un peu la moindre des choses quand on est dans un certain métier. Et on se réserve de précautions d'usage. On permet aussi aux apprentis dans la restauration de travailler le dimanche. Tout ça, on voit bien que c'est des souplesses qui avaient disparu et qu'il faut réinstaurer. Mais il y a aussi un vrai problème, c'est qu'il faut faire comme l'Allemagne ou la Suisse, par exemple, faire en sorte que l'apprentissage ne soit plus entre les mains de l'éducation nationale qui envoie ceux qui sont des blessés de la route éducative. Et il faut plutôt en faire l'affaire des entreprises. C'est leur responsabilité et c'est pour ça qu'eux, en Suisse comme en Allemagne, ils ont 50% des jeunes qui passent par l'apprentissage. C'est pas le cas chez nous. Alors on est vous loin d'y insistez être. beaucoup sur l'apprentissage et il est vrai que tous nos voisins misent sur ce dispositif qui est un petit peu poussif chez nous, Christian Saint-Etienne. Est-ce que ces mesures représentent, comme le dit Michel Godet, une forme de bouffée d'oxygène, en tous les cas bienvenue pour le moment? Oui, en fait, fondamentalement, depuis 3 ans, c'est un aller-retour. C'est-à-dire qu'on commence à prendre des mesures il y a 2 ans qui cassent le mécanisme, puisqu'on retire une subvention annuelle qui était très importante et qui était au cœur du mécanisme. Ensuite, on voit que le système s'effondre, qu'on perd 100 000 apprentis, donc on remet du charbon dans la machine pour essayer de la faire repartir.
c'est plus facile de perdre 100 000 apprentis que de les regagner, d'autant plus que, comme Michel l'a dit, non seulement il faudrait faire des réformes de structure fondamentales, dont on parle depuis 40 ans, mais qu'on n'arrive pas à faire, c'est-à-dire confier l'apprentissage aux entreprises en liaison avec l'éducation nationale, mais le maître d'œuvre doit être les entreprises sous contrôle des branches, il ne faut pas que les gens fassent n'importe quoi, mais on n'arrive pas à faire cette réforme structurelle, et puis également l'image du travail manuel reste mauvaise en France, parce que quand on parle de l'apprentissage en Allemagne, il faut rappeler que vous pouvez commencer apprenti et finir patron d'une grande entreprise allemande. C'est même l'objectif. Voilà, oui, alors qu'en France, c'est rarissime. Donc vous dites, bon, il y a quand même des éléments, peut vraiment mieux faire. Wadia Chaftar, vous êtes une jeune femme entrepreneur. Vous avez l'impression, dans le quotidien, concrètement, que la priorité, vraiment, c'est la jeunesse, comme c'est souvent répété. Et je vais vous citer une phrase de François Hollande aujourd'hui, puisqu'il était en visite dans le Val-de-Marne, une entreprise à vocation sociale. Il dit, c'est dans les quartiers que les jeunes veulent faire le plus pour la création d'entreprises. Et des chiffres qui ont été cités, que le taux de création d'entreprises dans les 1500 quartiers qui relèvent de la politique de la ville, c'est le double de la moyenne nationale. Il y a ce dynamisme-là ? Il y a ce dynamisme-là. Il faut aussi essayer de comprendre d'où vient ce dynamisme, qui est des fois dû aussi à une difficulté à rentrer facilement sur le marché du travail. Donc forcément, l'autre option qu'on leur accorde, c'est de créer leur propre entreprise. Voilà, aborder le problème en termes jeunes ou moins jeunes, je trouve qu'il est pas forcément pris dans le bon angle. Maintenant, il faut changer les mentalités françaises qui veut qu'un entrepreneur, en banlieue ou dans le reste de la France, est partagé entre le désir et la peur. En banlieue, on a également ce désir et cette peur. Une peur qui est due pour de très bonnes raisons. C'est que en termes de normes socioculturelles, on envoie un message qui relativise ou qui inhibe le bénéfice social de l'entrepreneur. Et la réussite en France, également, c'est avoir les bons diplômes, les diplômes des écoles les plus élitistes. Donc voilà la notion de réussite en France. C'est la méritocratie scolaire qui voudrait qu'on réussisse que par un diplôme. Donc, ça signifie que si on n'a pas le bon diplôme, on est dans l'échec. Vous, les peurs, les réticences et les freins que certains jeunes ressentent pour ne pas se lancer. Absolument. Donc comment définir l'échec? Est-ce que c'est avoir un bon diplôme ou est-ce que c'est expérimenter, tester et faire des erreurs? Et l'entrepreneuriat, c'est exactement ça. Jean-Luc Gombault, votre réaction au parcours et ce que raconte également Wadia Chaftar, ce qu'elle vit au quotidien? Alors, il y a, je pense aussi, et qui s'emboîte avec ce que vous venez de dire, des aspects qu'on pourrait qualifier de culturels ou psychologiques. Les parents ne poussent pas à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a aussi une valorisation qui n'est pas simplement globalement dans la société, mais qui est au sein même de chacun des Français. On ne va pas être dans un salon en disant « mon fils est apprenti en pâtisserie ». Ce n'est pas tout à fait flatteur dans l'expression. Cette affaire est intéressante aussi, à mon sens, les zigzags dont parlait M. Saint-Étienne à l'instant. On a l'impression que le gouvernement, et on pourrait prendre beaucoup de mesures. Suppression donc d'aides diverses, on veut faire des économies budgétaires, 550 millions d'euros. Ah, ça ne marche pas. Alors on donne une prime de 1 000 euros pour les entreprises de moins de 11 salariés qui vont embaucher un apprenti. Et puis on voit que ça ne marche pas. Alors on remet encore 1 000 euros, mais pour toutes les entreprises. Ça fait à peu près 80 millions d'euros. Ça ne marche toujours pas. Alors le président de la République, vous l'avez dit juste à l'instant, dit bon ben, tout gratuit, mais c'est pas précis. On ne sait pas si ça supprime la prime et ça fait 350 millions d'euros. Donc on se retrouve... Pardon ? Surtout, on n'expérimente pas. Oui. Avant de faire une mesure qui s'applique... C'est très jacobin comme modèle. On prend une mesure d'en haut, une idée géniale. C'est la jacobine, tout vient d'en haut. Complètement, voilà. C'est comme ça qu'on a fait les 35 heures, etc. C'est la France. On le dit, regardons ce qui marche en bas et testons dans un département 2 ou 3 telles mesures. Ensuite, on pourrait les généraliser. On verrait les inconvénients et les avantages. Parce que l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Hein, on est bien d'accord. Ça, l'enfer pavé de bonnes intentions, il n'y a aucun problème. On est tous d'accord. On fait des bêtises. Exactement. Mais le paradis aussi. Mais je ne suis pas allé encore. Et vous Donc, on met 350. Mais ce que j'ai intéressé, c'est l'imprécision du dispositif. On va peut-être retrouver la chose aussi par rapport à la prime d'activité. L'annonce du président de la République n'est pas précise. Par exemple, les régions,
puisqu'on va parler des territoires, les régions payent, mais est-ce que les régions vont être mises à contribution sur cette fameuse gratuité de l'apprenti pour l'entreprise? Bref, tout ça est un peu confus. Et puis sur ce point, d'ailleurs, on a voulu refaire des régions les pilotes de l'apprentissage, mais en réalité, on leur a donné des marges de manœuvre sur l'utilisation des fonds. Et de fait, elles ont utilisé des fonds dédiés à l'apprentissage pour les dépenses générales, et les fonds que les régions allouent à l'apprentissage baissent alors qu'on les a mises dans le siège du... Donc, non, mais c'est ça le point clé quand même. C'est pas de vision claire, des allers-retours permanents. Alors c'est particulièrement net avec ce gouvernement, mais c'était pas tellement mieux avant. Voilà, donc c'est un manque de vision globale depuis assez longtemps, alors que le potentiel est énorme, puisque dans les métiers, on a des gens extraordinaires. Hein, il y a 400 000 offres d'emploi non satisfaites. Michel Godet, vous avez souvent dit que ce ne sont pas les responsables politiques qui font la croissance et l'emploi, mais à contrario, ils peuvent même freiner le système. Qui c'est qui fait la croissance alors et l'emploi? Je pense que le mot a été prononcé, c'est les entrepreneurs. Mais le problème qu'on a dans ce pays, et je vous l'ai implicitement évoqué, c'est que ceux qui créent une entreprise créent d'abord leur propre emploi pour se trouver une solution personnelle, étant entendu que quand ils sont démunis de parchemin, on a une société malade du diplôme, on est mis au banc. Et donc il y a toute cette maladie qui sévit aussi en haut, où ceux qui nous dirigent étaient les meilleurs à l'école, mais pas nécessairement les meilleurs dans la vie ensuite. Donc il y a une vraie question qui est posée. Alors là, il faut aider ceux qui entreprennent, mais à se jeter à l'eau, les accompagner. Le CNAM, où j'étais, où tu es encore, et fait cela avec CNAM Entrepreneur. Le CNAM, on va préciser de quoi il s'agit. Le Conservatoire national des arts et métiers. C'est accompagner les porteurs de projets, les accompagner dans une dynamique, parce qu'on sait très bien que si on se jette à l'eau sans leçon de natation et sans personnes qui viennent vous aider, donner des conseils, on risque très vite de couler. C'est un point clé, l'accompagnement. Wadia Chafter, je voudrais qu'on en parle, parce que vous avez été lauréate d'un prix important. Vous avez été célébré, c'était ici au Sénat. On avait également mis en avant votre initiative et votre entreprise qui n'est plus un projet. Là, vous travaillez avec votre sœur. Comment ça se passe en termes de suivi d'accompagnement? Est-ce qu'il y a cette même attention ensuite, à la fois, j'allais dire, des pouvoirs publics ou même de vos parents, parce que vous avez été soutenu par de grandes entreprises? Je dois dire que, en tout cas concernant ce prix, le suivi doit être beaucoup plus important et doit être à la hauteur du couvrement des défis en tous les cas auxquels vous faites face. Non, j'allais parler en anglais coverage, on va pouvoir vous traduire. Comme quoi, mais en tout cas de l'information médiatique qui en est fait. Derrière, quand on remet un prix et quand on a un parrainage, il faut suivre les entrepreneurs. Moi et ma sœur, on a la chance, moi, d'être passée par une grande école de commerce et ma sœur d'avoir un diplôme en management. Et quand on parle d'encadrement, et on a parlé d'apprentissage, est-ce qu'il ne vient pas trop tard cet apprentissage et la promotion de l'apprentissage? Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation, une éducation qui pourrait changer les mentalités et qui pourrait amener les gens à avoir beaucoup plus confiance en eux? Parce que l'une des raisons aussi qui empêche les gens de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la croyance qu'ils n'ont pas les compétences d'entreprendre. Mais d'où vient cette croyance? Tout simplement parce qu'il faudrait peut-être éduquer les jeunes dans les primaires et dans les collèges à l'entrepreneuriat. Je vais vous rassurer, ça change quand même. Il y a quelques années, on se lamentait de voir 70% des collégiens ou lycéens aspirer à devenir fonctionnaires. Bon, j'ai vu des récents sondages, je n'ai plus la référence en tête, mais qui montrent qu'aujourd'hui, 70%, à tort ou à raison, aspirent à devenir entrepreneurs. Sous-entendu, être libre, pas rentrer dans une grande structure. Et même ceux qui sortent des grandes écoles aujourd'hui sont de moins en moins tournés vers les grandes entreprises, mais de plus en plus vers les start-up et autres. Donc c'est plutôt des bouffées d'oxygène. Moi, je suis plutôt optimiste quand je vois tout ça. À condition, naturellement, que ça continue. Justement optimiste, je vais vous faire réagir à notre dossier du 22h. Cette semaine, notre journaliste Jérôme Rabier, vous allez le voir, est allé à la rencontre des innovateurs en France. Ce sont des chefs d'entreprise qui ont été récompensés par la prestigieuse revue américaine du MIT, que vous connaissez. C'est la crème de la crème en termes de technologie. Et vous allez voir que le discours de ce jeune entrepreneur français primé, il prend en rebrousse-poil le déclinisme ambiant. Bienvenue chez Plume Labs, une jeune start-up parisienne spécialisée dans le domaine environnemental et qui depuis une semaine affiche des sourires radieux. Il y a de quoi, ils font partie des 10 innovateurs français primés par la prestigieuse revue américaine du MIT, le top du top mondial en termes de sciences et de technologie. C'est incroyable et puis c'est surtout la reconnaissance des efforts de toute une équipe, puisqu'on est donc 9 personnes ici chez Plume Labs au sein de Nagoranov, qui est l'incubateur du ministère de la Recherche. Ce que ce prix du MIT fait pour Plume Labs, c'est un soutien incroyable et un soutien surtout international.
qui va nous permettre de faire connaître ce qu'on développe dans le monde entier. Et ce qu'il développe, c'est une petite révolution, des capteurs portables et personnels permettant de mesurer la pollution de l'air, adossés à une application smartphone disponible dès le mois de mai et qui conseille sur les pratiques à adopter. Voilà, malgré ce beau ciel bleu, grâce à l'application Air Report de Plume Labs, on peut savoir en temps réel que le taux de particules fines et de pollution est relativement important aujourd'hui à Paris. Et donc notre conseil, si vous allez courir, c'est d'éviter de forcer et puis surtout d'attendre quelques heures que demain, par exemple, la pollution atteigne des niveaux normaux. À 31 ans, même pas peur d'entreprendre et encore moins en France pour ce jeune PDG et un discours à rebours des déclinistes dénonçant une fuite des cerveaux. La France est un paradis pour entreprendre. On a eu une quantité de soutien, d'appui pour développer nos technologies qui intéresse beaucoup les chercheurs. On a eu énormément de soutien aussi de la part du public qui ont soif d'informations sur le sujet de la pollution. Donc non, c'est vraiment une chance folle de pouvoir travailler à construire Plume Labs depuis la France avec un regard absolument mondial et la France est reconnue à l'international pour ses technologies. Une présence dans un incubateur public parisien, une technologie qui s'appuie notamment sur des données publiques, les open data, domaine dans lequel la France a fortement progressé ces dernières années. Un rayon d'optimisme dans un paysage économique un peu trop morose. Et quel rayon d'optimisme, Christian Saint-Etienne. La France est un paradis pour entreprendre, dit Oui, mais ça, en fait, ça dépend du domaine. Parce qu'on parlait de l'apprentissage. C'est un vrai échec collectif depuis une génération par rapport aux objectifs qu'on s'était assignés. À une époque, on voulait 1 million d'apprentis, on était à 400, on est tombé à 300, donc c'est un échec collectif général. Mais là, c'est autre chose. Il est exact que nous sommes rentrés il y a une vingtaine d'années dans la 3e révolution industrielle qui utilise beaucoup les technologies de l'informatique, du monde des objets connectés, et puis donc toute la transformation qui est associée aux nanotechnologies, aux biotechnologies, aux technologies cognitives. Et dans ces domaines-là, nous avons des cerveaux extraordinaires, des innovateurs et des entrepreneurs exceptionnels. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? On retrouve les limites du système fiscal, social français. C'est-à-dire que l'intervenant tout à l'heure, le chef d'entreprise, a eu raison de rappeler que nous avons des formations de très grande qualité, pas seulement au niveau des grandes écoles et des ingénieurs, il y a plein de formations à tous les niveaux, de techniciens qui sont remarquables. On a mis en place depuis 2005 une politique générale qui favorise l'innovation. Donc tout ça, ce sont des moellons clés pour construire le mur. Mais une fois qu'on arrive à des innovations qui vont être industrialisées, à cause du système fiscal et social, une grande partie de ces innovations sont industrialisées en Angleterre ou aux États-Unis. Donc il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche, et c'est là où on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entrepreneuriat. On ne peut pas dire c'est bien, créer votre entreprise, et dans le cas où on réussit, on vous cogne. Donc, si on veut un développement fiscalement et socialement, donc c'est très important. On veut bien que les entrepreneurs soient des purs esprits. On veut bien qu'ils fassent de l'innovation, comme au XVIIe siècle, ils auraient fait des jolis tableaux ou des belles sculptures. Mais il ne faut pas que ça devienne une création de richesse qui pourrait créer des emplois, alors que par ailleurs, on pleure sur le fait qu'on n'en a pas assez. Donc, on n'a pas compris que la création de richesse, c'est toute une chaîne. Il faut la recherche, le développement, les innovations, mais quand il y a quelque chose qui marche, il faut que ce soit industrialisé ici. Je pourrais vous citer plusieurs exemples où on a perdu des investissements considérables, parce que, par exemple, dans une usine de 100 millions d'euros qu'on devait faire à partir de matières premières végétales, il fallait 2 ans et demi pour avoir les autorisations en France, 6 mois au Canada. Donc, in fine, l'usine, sur la base de procédés français, a été construite au Canada. C'est un problème des normes, là. Ça vient se rajouter. Oui. Mais il faut aussi aimer les riches qui entreprennent et s'enrichissent du fait de leur entreprise, et car ils ont créé des emplois. Oui, vous aimez les entrepreneurs. Plus de riches qui entreprennent. Oui, aimer les entrepreneurs de manière générale. Mais ça, je crois que Oui, mais pas ensuite détester sous prétexte qu'il s'est enrichi par son travail, comme Bill Gates. C'est pas un procès d'intention à l'égard du gouvernement. Comment ? C'est un message à l'égard du gouvernement ? Non, c'est pas... C'est un message que je pourrais donner au Premier ministre actuel comme au précédent. On ne peut pas dire « j'aime l'entreprise » sans avoir de plan d'épargne action. Il faut être un minimum, j'allais dire, aider les entrepreneurs, aider ceux qui prennent des risques. Parce qu'il n'y a pas d'action sans risque et d'entreprise sans risque. Wadia Chaftar, s'il devait y avoir une mesure vraiment pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous suivre, quelle aurait été cette mesure? Parce que là, vous arrivez peut-être à maturité ou à un moment de développement de votre entreprise. Si c'était au départ il y a 2 ans, qu'est-ce qui vous aurait permis peut-être d'aller plus vite? Nous, on a bénéficié quand même de
d'aides, mais ce qui pourrait maintenant... Voilà, je dois dire que finalement, créer une entreprise est beaucoup moins difficile que ce que j'imaginais. Mais ce qu'on pourrait peut-être améliorer, c'est l'aspect fiscal. Réduire la difficulté juridique de création, d'administration, essayer d'encadrer en tout cas les nouveaux entrepreneurs. Clarifier, simplifier, raccourcir, et peut-être réduire aussi les charges pour certains aspects juridiques de l'entreprise. Jean-Luc Gombault, c'est pas un tableau si noir, parce qu'il faut bien le dire. Hein, souvent dans le 22 heures, il y a des discours qui sont un petit peu déclinistes, ou en tous les cas qui montrent une situation assez compliquée. Parfois, il y a des réussites, on l'a vu dans ce reportage. Wadia Chaftar qui nous dit c'est compliqué, mais ça marche également. Donc c'est une situation qui est contrastée en ce moment. D'abord, c'est intéressant le reportage parce que c'est une machine à mesurer la pollution. Il nous donne de l'air pur, ce monsieur. Donc ça fait plutôt plaisir. Non, je pense que c'est difficile de faire bouger une société. C'est ça qu'il faut voir. Il faut du temps. On parlait de l'apprentissage, ne serait-ce que sur des raisons purement culturelles. Il y a bien d'autres choses, bien entendu. Mais c'est tellement difficile. On parle de la fiscalité, bien entendu, mais on est bien d'accord. On ne peut pas baisser la fiscalité sans réduire les dépenses. On ne peut pas réduire les dépenses sans s'attaquer à un certain nombre de choses. Et ce n'est pas la politique. Alors, je sais bien que les chefs d'entreprise ont raison de dire qu'on leur met des bâtons dans les roues, mais il est également extrêmement difficile d'enlever les bâtons. C'est-à-dire, ce n'est pas... Moi, je peux vous donner un bâton qu'on peut enlever et qui créerait beaucoup d'emplois. Vous passez le seuil de 50 de création du comité d'entreprise à 75. Je peux vous garantir, vous avez 200 000 emplois créés dans les semaines qui suivent, sans intervention publique d'aucune sorte, parce qu'il y a le nombre d'entreprises qui se bloquent à 48 ou 49 pour ne pas passer le seuil de 50. C'était au cœur des négociations entre le MEDEF et les syndicats, et puis au dernier moment, le sujet a été mis de côté, mais ça, c'est une mesure... Pas à cause du gouvernement. Oui, parce qu'il n'y a pas eu d'accord entre le MEDEF. Oui, mais le gouvernement... Oui, mais enfin, le gouvernement aurait pu reprendre la mesure dans la loi. Tout à fait. Il le fera peut-être d'une manière. Ensuite, des choses ont été faites il pourrait le faire, hein. Oui, mais je l'encourage à le faire. Voilà. Il devrait le faire. Sur la création d'entreprises, par exemple, la création de l'auto-entrepreneuriat, par exemple, qui est une décision qui était prise par le précédent gouvernement. Il y en a à peu près un peu plus d'1 million maintenant. Donc, c'est des mesures, je veux dire, des mesures d'assouplissement importantes ont été prises. Des mesures. Quand les pigeons sont montés au créneau sur la question que vous souleviez tout à l'heure, la fiscalité quand même, sur les plus-values a quand même baissé. Les baisses de charges sociales qui ont été décidées, le CICE plus le plan de responsabilité, le pacte de responsabilité sont quand même des mesures, 30 milliards de baisse de fiscalité. Non, mais attendez, c'est 30 milliards de baisse sur 3 ans, après avoir mis 40 milliards de hausse tout de suite. Alors, pour faire repartir, Michel Godet. Juste un mot sur les auto-entrepreneurs, je voudrais quand même... C'est que malheureusement, cette bonne nouvelle que vous donnez n'est pas si bonne que ça, parce qu'il y a 4% d'entre eux qui changent de statut, c'est-à-dire que c'est 26 000 euros par an, c'est plafonné, ou 32 000 suivant les cas. Et donc, on ne vit pas, enfin, on ne développe pas une entreprise. On pourrait espérer que c'est un sas pour changer de statut. Même ça les motive à ne pas faire de chiffre d'affaires. Ça les motive à ne pas faire de chiffre d'affaires. C'est la médiocrité. Attendez, ne gagnez pas trop. Vous ne pouvez pas donner de l'auto-entrepreneur, même quel que soit le chiffre d'affaires. On aurait dû expérimenter. Là encore, on n'a pas expérimenté. C'est aussi de motiver les gens à voir grand. Là encore, on n'a pas expérimenté. Alors peut-être pour faire repartir la machine économique et pour la faire repartir durablement, il y a tout ce dont on vient de parler. Et puis il y a des méthodes plus radicales, ou en tous les cas différentes, qui proposent de bousculer le système et puis de voir, Michel Godet, c'est aussi ce que vous dites, les bonnes nouvelles des territoires, et bien de voir que la force est parfois dans les territoires. Vous citez un exemple, celui de Vitré en Bretagne. Racontez-nous pourquoi c'est particulier dans cette région, dans cette ville. Il n'y a pas que là, dans toute la Vendée. Un exemple. Dans tout le bocage vendéen, au pays de Vitré, ils sont à 5% de chômeurs et 42% d'emplois industriels. Donc c'est possible, pourtant l'industrie a souffert, là-bas comme ailleurs, mais quand vous avez des élus, entre parenthèses, c'est Pierre Ménuri qui maintenant a cessé sur le plan national d'exister, mais qui continue d'exister sur le terrain, et qui ont une politique de long terme, qui est, comme ils disent, business friendly, c'est-à-dire qui sont accueillants vis-à-vis des entreprises, avec des impôts faibles, parce qu'on ne fait pas venir les mouches avec du vinaigre, eh bien, ça attire plutôt les entreprises que de les faire partir. À l'inverse, vous allez à Cône-sur-Loire, il y a des taux de chômage plus élevés, parce qu'il y a eu des politiques des collectivités territoriales et des élus locaux pendant 20 ou 30 ans de massacrer les entreprises, elles ont fini par partir ou par mourir. Donc on sait ce qu'il ne faut pas faire, et on sait aussi ce qu'il faut faire. Il y a aussi tout un travail qui a été fait, on l'explique dans ce Grand Prix des bonnes nouvelles des territoires, en sensibilisant les parents à l'emploi industriel,
hein, les écoles, etc. Donc c'est pas uniquement une action, et c'est ce que j'avais dit à M. Hérault, et c'est aussi ce que j'ai dit au Premier ministre actuel, c'est qu'arrêtez d'imaginer les choses d'en haut qui ne marchent pas. Qu'est-ce que vous ont répondu? On le fait depuis toujours? Je sais, non. Ils vous ont pris de haut. Non. Je dois avouer que j'ai été bien reçu, et même mieux reçu par ce gouvernement et la réponse, c'est que le par plus les important. précédents, Quelle réponse? en termes d'écoute. Et je n'ai pas fini ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, regardez ce qui marche en bas, comme à Vitré ailleurs, mais il y a aussi la réinsertion de chômeurs de longue durée à Dijon. Hein, comment font-ils pour 6 000 € pour la collectivité, ça rapporte 4 fois plus à la collectivité au bout d'un an. Donc il y a des modèles gagnants-gagnants. Les problèmes qui sont soi-disant insolubles aujourd'hui, on sait comment les résoudre. Mais pour nos jacobins de Bercy et d'ailleurs, c'est impossible d'imaginer qu'il y ait des bonnes idées qui viennent d'ailleurs que de leur cerveau. Ils regardent la France à la jumelle, ils n'ont pas compris qu'il faut aller sur le terrain. D'ailleurs, vous allez plus loin, vous dénoncez une sorte de nomenclatura qui a intérêt à ce que tout reste ainsi bloqué, figé. Vous dites même qu'il faut supprimer l'ENA, les grands corps, allez, tout bazarder. On est un peu avant 1789, hein, mais il ne faut pas demander à la noblesse d'État de faire d'elle-même le nu du 4 août de ses propres privilèges. Donc de ce point de vue-là... Sans aller jusque-là... Une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait la réunion de la Bretagne et de la Vendée, et des Pays de Loire, comme vous savez, c'est que sans doute que ce gouvernement, comme les précédents, avait peur de voir les bonnets rouges se réunir avec les chouans. Ça rappelle des souvenirs. C'est-à-dire qu'il faut que la France, qui agit, qui entreprend, à un moment donné se révolte. Si on a entendu les pigeons, c'est parce qu'ils sont descendus dans la rue. Je crois que malheureusement, il n'y a que le rapport de force qui paye dans ce monde. C'est bien ce qu'ont compris les syndicats, il faut pas leur laisser le monopole. Wadia Chaftar, pour revenir peut-être aussi à une méthode de dialogue, est-ce qu'il faut arrêter d'attendre, vous ne le faites pas, que tout vienne d'en haut? En finir avec, comme vous le disiez tout à l'heure, la France jacobine qui impose d'en haut des mesures parfois inefficaces. Est-ce que ce discours, finalement, de se prendre en main soi-même, c'est le meilleur des messages? Absolument, ne pas vivre comme une victime, prendre en main son futur, son avenir, et ne rien attendre, en fait, du gouvernement ou de son voisin. On est des personnes intelligentes, capables, en bonne santé, c'est notre plus grande richesse. Et moi, j'ai tendance aussi à m'inspirer des pays voisins comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, et... Les Américains. La Vendée, ils ont un système, et la Vendée. Parce qu'ils n'attendent rien de l'État. Les Américains et les Vendéens, voilà. On les met tous dans... Et je m'inspire d'eux parce que pour leur enthousiasme, leur autonomie et leur esprit d'entreprendre qu'ils ont depuis qu'ils sont enfants. Et ça m'inspire énormément et ça me donne vraiment beaucoup d'inspiration. Oui, mais il n'y a pas les seuils sociaux aux États-Unis, il n'y a pas la fiscalité. On ne peut pas tout avoir. Oui, mais on prend le meilleur de chaque pays et je prends le meilleur de chaque pays. Justement. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils peuvent développer, c'est pas ce qu'ils n'ont pas, les seuils sociaux. C'est pas que je veux leur vendre à eux. En France aussi, il y a les gens qui ont les seuils sociaux qui développent. Mais simplement, pour montrer la difficulté, aujourd'hui, la Cour des comptes publie un rapport sur les baisses de charges sociales, les 20 milliards d'euros. On dit, il faut aller voir si c'est bien utilisé. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu le rapport. Hein, je n'ai lu que des extraits qui étaient quand même assez critiques et qui est remis au Premier ministre. Tout de suite, je reçois une lettre du Conseil des entrepreneurs. Comment on va toucher à nos baisses de charges, nos 20 milliards dont on a absolument besoin, etc., etc. Pour montrer la difficulté quand même. Dès que vous voulez bouger quelque chose, c'est pas que les syndicats. Je vous parle là de chefs d'entreprise qui, dès qu'on leur envoie quelque chose, il faudrait peut-être remettre ça à plat. Ils montent au créneau et ils protestent. C'est que leur marge était réduite. Oui, mais ce qu'il faut, c'est prendre le solde de l'ensemble des mesures pour et contre. Et à l'arrivée, si les entreprises étaient si favorisées en France, il y aurait un taux de marge global de l'entreprise France qui serait très bon. Or, il est très inférieur à ce qu'il est en Allemagne et même en Espagne. Donc, il y a une nécessité de reconstruire. C'est d'ailleurs pour ça que François Hollande a mis en place le CICE, le pacte de responsabilité, puisqu'il s'est rendu compte qu'il y avait une faiblesse de la profitabilité. Mais la question... Elle va plus loin. On voit bien qu'il y a de l'entrepreneuriat. Hein. Qu'il y a une volonté, qu'il y a un dynamisme. On voit bien qu'il y a de l'inventivité, des chercheurs, une très grande qualité de la recherche française. Il y a même des formes de financement qui se développent. On n'a pas peut-être les business angels autant qu'aux États-Unis, mais il y a beaucoup de choses qui sont améliorées en France. Donc la question, c'est, malgré tout, depuis 3 ans, 2012, 13, 14, l'économie est à l'arrêt. On fait 0,3 de croissance, 1% sur 3 ans. Donc les marges sont faibles, l'économie est à l'arrêt. Donc quand vous avez un système dans lequel vous avez des gens intelligents, des gens entreprenants, de l'énergie
et qu'il ne produit rien à l'arrivée, c'est qu'il y a un problème de système. Hein, c'est-à-dire que vous prenez les Français entreprenants, vous les mettez en Angleterre ou aux États-Unis, ils sont au moins aussi bons que les Anglais et les Américains. Vous les mettez en France, ils sont étouffés par un système, parce qu'on vous dit, oui, créez une entreprise. Mais si vous passez 10 salariés, boum, on vous met des tas de contraintes. Vous passez 30 salariés, boum, on vous en remet une couche. Vous passez 50, on vous en remet une troisième couche. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Aux États-Unis, quand vous réussissez, mais on vous encourage, on ne vient pas vous punir par des couches successives. Donc, et ça, ce n'est pas le gouvernement actuel. C'est le système tel qu'il s'est construit depuis une quarantaine d'années. Et donc, il faut une remise à plat générale. Donc, cette remise à plat, je pense qu'elle ne peut venir que d'une compréhension que dans la transformation, dans la révolution industrielle dans laquelle nous sommes, il faut modifier les équilibres, les contrats entre les employeurs et les employés, parce que, pour donner un exemple, si on doit faire les réformes qui permettent à la France de sortir du trou dans lequel elle est en termes de croissance, il est clair que ça ne peut pas bénéficier qu'aux actionnaires des entreprises. Oui. Donc, je pense que, par exemple, de même qu'à 50 ans, on avait favorisé le partage des profits, je pense que maintenant, on devrait dire, on va prendre des mesures qui favorisent l'entrepreneuriat, mais parallèlement, il faut développer l'actionnariat salarié. Parce que les salariés ne peuvent pas regarder les patrons s'enrichir et eux rester avec des salaires qui sont trop faibles. Je voudrais... Oui, Michel Godet. Quand même. Je voudrais conclure depuis tout à l'heure. Donc on a évoqué, on a parlé de ce qui a marché. On a vu cet exemple. Wadia Chafter, vous êtes avec nous. Vous êtes aussi l'exemple d'une entreprise qui a su s'imposer, qui marche, etc. On a parlé également des limites, des freins. Je voudrais avoir votre sentiment parce que, et là c'est une question un peu plus politique, le président, en tous les cas François Hollande, est parfois déroutant parce qu'il y a un grand capital de confiance et il croit justement en ces réformes, il croit que l'activité va redémarrer. Est-ce que aussi, Michel Godet, c'est important d'insuffler cette confiance, cet environnement favorable pour que ça reparte? Écoutez, d'abord, le mot crise est un mot que ne vivent pas d'autres pays qui nous entourent. La mondialisation est présentée comme malheureuse ailleurs, mais en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Belgique et ailleurs, ils voient ça de façon plutôt heureuse. Donc chez nous, il faut comprendre que les entreprises qui ont réussi à faire le saut d'export, parce que le marché intérieur, malgré tout, il y a des articles qui le montrent maintenant, enfin. On sait très bien qu'on n'aura plus la croissance des années 60-70 parce qu'on n'est plus à l'époque du baby-boom. On est un pays vieillissant, donc avec des besoins des marchés assez saturés. Moins qu'ailleurs. Hein. Non, mais indépendamment, moins qu'ailleurs, mais le PIB par tête mais tout est relatif. Allez-y, continuez votre raison. Moins qu'ailleurs. Je suis désolé. Si l'Allemagne a une croissance bien plus forte que la nôtre, de 2 points cette année en Allemagne, c'est aussi parce qu'ils ont 50% de leur production qui est exportée. Nous, on est à 25%. Donc, il faut exporter vers les pays émergents, le grand large, hors de la zone euro. Et pour ça, il faut être compétitif. Donc, il faut baisser le coût du travail. Hein, on en revient à tout le même truc. Il faut baisser le coût du travail sans pour autant baisser les revenus des gens. Donc, il faut remettre sur la table les inégalités de statut dans ce pays dont personne ne parle. Parce qu'il y en a qui vivent très bien, ce qu'on appelle en anglais les insiders, ceux qui sont dans le marché du travail, qui profitent des RTT maintenant jusqu'au mois de mai. Bon, eh bien, de l'autre côté, il y a une France qui travaille 2 fois 35 heures. Ça, on ne le dit pas assez. Et donc, c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table. Et ça, vous savez, seules sont injustes les inégalités dont on ne profite pas. Tout à fait. Donc, vous êtes d'accord pour une remise à plat du système? Nous verrons aussi. Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Le mal qui a un gros potentiel, qui a des entrepreneurs, de l'inventivité. Essayez de donner la parole au potentiel. Voilà, mais on n'a pas le résultat qui correspond à ces efforts et à cette inventivité, à cet entrepreneuriat. Wadia Chafter, peut-être vous donner aussi le mot de la fin, parce que vous avez à la fois le regard, évidemment, sur une situation macroéconomique, et ce qui nous intéresse, c'est votre parcours et comment vous voyez cette situation à travers votre parcours. À travers mon parcours, donc 2 ans dans l'entrepreneuriat, j'aimerais adresser peut-être un message au gouvernement pour qu'il puisse peut-être se remettre en cause et avoir baissé peut-être... Est-ce que c'est une question de fierté à la française de ne pas vouloir s'inspirer d'ailleurs, voir ce qui fonctionne ailleurs et juste essayer de l'adapter sur notre territoire et en faire quelque chose qui fonctionne avec notre culture parce qu'une culture, une belle culture, ça ne se change pas du jour au lendemain, même s'il y a des choses effectivement peut-être à corriger. Donc prendre le meilleur ailleurs, à l'extérieur ou bien dans les territoires. Ou dans les territoires, comme l'exemple de la Vendée, et essayer d'en faire quelque chose de construit
en s'inspirant également de l'avis des entrepreneurs, faire une audition auprès d'eux. Associer tout le monde. Associer tout le monde. Et vous associer également. Merci beaucoup d'avoir été nos invités. Merci Wadia Chaftar, Michel Godet, Christian Saint-Etienne et Jean-Louis Gourbeau. On arrive à la fin du journal. Merci de votre fidélité. À demain, avec plaisir. Belle et douce nuit à vous.